Messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Ce mercredi 12 février 2025, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil ont porté sur 16 points comprenant 9 mesures générales, dont 2 projets d'ordonnance et 7 projets de décret, 3 mesures individuelles et 4 communications. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, vous faire le compte-rendu de ce Conseil. Comme annoncé, le Conseil a adopté dans le cadre des mesures générales 2 projets d'ordonnance. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 ordonnances. La première ordonnance porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du système d'information du foncier rural de Côte d'Ivoire, en abrégé CIFORCI, et le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de sécurisation foncière rurale, destiné à assurer l'entière application de la loi du 23 décembre 1998, loi qui est relative au domaine foncier rural à l'horizon donc 2033. Institué au sein de l'Agence foncière rurale, l'AFOR, le CIFORCI est à la fois un système d'information conçu pour automatiser la gestion de l'ensemble des flux de travail et un registre numérique pour garantir la conservation et la production diligente des données et des actes en matière foncière rurale. Le déploiement du CIFOR permettra de lever les difficultés sur le circuit d'intervention, de réduire nettement les délais et les coûts d'intervention et d'accélérer les opérations de sécurisation du foncier rural. La deuxième ordonnance adoptée par le Conseil des ministres est relative à l'extension des règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile aux activités de la filière coco et le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance vise à redynamiser la filière coco et à repositionner notre pays au rang des grands pays producteurs et transformateurs de la noix de coco, en cohérence avec la politique de gestion efficiente des finances publiques engagée par le gouvernement. Elle étend le champ d'application de la loi du 3 août 2017 fixant les règles relatives à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile, aux activités de la filière coco. Dans ce cadre, l'ordonnance recompose le conseil d'administration du conseil EVA palmiers à huile de façon à prendre en compte les représentants de l'interprofession de la filière coco. Toujours dans le cadre des mesures générales, je voudrais à présent aborder avec vous les 7 projets de décret qui ont été adoptés. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant application des dispositions du décret numéro 2023-160 du 22 mars 2023, fixant les modalités de la commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA et du palmier à huile,
et du décret numéro 2023-161 du 22 mars 2023 fixant les conditions et les modalités de délivrance des agréments pour l'exercice des activités d'encadrement en plantation villageoise et de commercialisation des produits et sous-produits de l'EVA, du palmier à huile, aux activités de la filière coco. Les deux décrets de 1923 submentionnés avaient été pris dans le cadre de la restructuration de tous les segments de la chaîne de valeur des filières EVA et palmier à huile. Ils réorganisent les dites filières de la collecte à l'exportation des produits avec l'institution d'un nouveau modèle de commercialisation, la clarification du rôle de chaque acteur et l'aménagement des conditions de délivrance de l'agrément aux opérateurs. Dans la dynamique de la relance de la filière coco et de l'encadrement des normes en la matière, ce nouveau décret étend le champ d'application des dispositions de ces deux décrets de 2023 aux activités de la filière coco. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale, tel que modifié par le décret du 18 mai 2014. En application de la loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques, ce décret détermine et insère dans la réglementation en vigueur en matière de tarification des émoluments et des frais de justice, les frais de déclaration du bénéficiaire effectif des personnes morales et des constructions juridiques dans le registre des bénéficiaires effectifs, ainsi que les frais de déclaration modificative ou compétitive d'informations concernant les bénéficiaires effectifs. Pour l'ensemble des formalités liées à ces deux types de déclarations, le décret fixe un montant forfaitaire de 10 000 francs CFA. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret modifiant le décret du 23 décembre 2023 portant organisation du ministère des Finances et du Budget. Ce décret modifie l'organisation et le fonctionnement du ministère des Finances et du Budget pour assurer le déploiement des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tel que prévu par l'ordonnance du 30 mars 2022, déterminant le régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il crée, à cet effet, au sein du ministère des Finances et du Budget, un nouvel organe dénommé Groupe de surveillance financière, GSF, chargé notamment d'organiser et de gérer le contrôle des assujettis et de veiller à faire appliquer les sanctions relevant de la compétence de la Direction générale des douanes. En outre, la dématérialisation des marchés publics et la certification de la Direction générale des marchés publics à la norme ISO 9001 ont nécessité le réaménagement et l'adaptation de plusieurs services dédiés au système intégré de gestion des opérations des marchés publics. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de l'autoroute Boaké-Kanawolo, notamment le tronçon Boaké-Kobo,
long de 69,5 km en 2 fois 2 voies. L'objectif visé est d'accompagner la croissance du trafic routier sur le corridor reliant Bouaké-Kanawolo et les pays de l'Interland. Le deuxième décret adopté, quant à lui, porte ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 24 634 000 euros, soit 16 158 844 738 francs CFA, conclu le 18 décembre 2024 entre la Banque africaine de développement, la BAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de développement des chaînes de valeur compétitives de l'aquaculture et de la pêche durable. Ce projet vise à accroître significativement la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture au développement des économies locales. Il prévoit, plus précisément, de soutenir la gestion des pêches maritimes, lagunaires et continentales et le développement de l'aquaculture avec le renforcement de stocks de géniteurs, la mise en place d'écloseries, la production commerciale d'alevins et la formulation d'aliments pour poissons. Le troisième décret adopté est relatif à la ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant total de 28 millions d'euros, soit 18 366 796 000 francs CFA, conclu le 5 décembre 2024 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'énergie renouvelable et efficacité énergétique phase 1, interconnexion Côte d'Ivoire-Ghana, notamment donc dans la boucle d'Abidjan. Le financement objet de cet accord permettra de construire un équipement électrique pour renforcer le réseau électrique du district d'Abidjan, satisfaire la demande prévisionnelle des nouvelles zones industrielles de Bingerville et Akupé-Zedji, accroître le transit d'énergie vers l'intérieur du pays et garantir globalement la sécurité et la stabilité de la fourniture de l'électricité. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'établissement public hospitalier national dénommé Institut de cardiologie de Bouaké, en abrégé ICB, et une communication y afférente. L'ICB est conçu pour être un établissement d'excellence à vocation nationale et sous-régionale. Il occupe une superficie construite de 15 000 m² pour une capacité d'accueil estimée à 12 000 consultations, 4 750 hospitalisations, 3 800 urgences cardiologiques, 520 patients de soins intensifs, 290 interventions chirurgicales à cœur ouvert. L'ICB est doublé d'un centre de formation de médecins nationaux et étrangers en partenariat avec l'Institut de cardiologie de Montréal et le CHU de Nantes en vue d'augmenter significativement le nombre de cardiologues en Côte d'Ivoire et de garantir la formation continue du personnel médical et paramédical aux innovations technologiques. L'ouverture de l'ICB est prévue dans le courant du premier trimestre 2025. La mise en fonction se fera de façon progressive et l'ICB pourra atteindre sa pleine capacité de fonctionnement à l'horizon 2027. Le fonctionnement de l'ICB, en tandem avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, permettra assurément d'améliorer l'accessibilité aux diagnostics et soins de haute qualité en cardiologie, de prévenir activement les maladies cardiovasculaires et de réduire d'au moins 25% le taux de mortalité et le nombre de décès prématurés liés aux maladies cardiovasculaires et aux accidents
vasculaires cérébraux dans notre pays. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder donc les 3 mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, M. Paul Benoît Barka-Sarr, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Pour M. Ardian Vikasono, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar au Sénégal. Madame Anna Elena Pinto Lizano, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Costa Rica près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Paris en France. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder donc la question des communications qui ont été adoptées au cours du Conseil de ce jour. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au sommet des chefs d'État africains sur l'énergie à Dar es Salaam dans le cadre de l'initiative Mission 300. Une délégation de haut niveau, conduite par Monsieur le Premier ministre, a pris part à ces assises tenues du 27 au 28 janvier 2025 autour de l'initiative Mission 300 de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement lancée en avril 2024 pour fournir l'accès à l'électricité à environ 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne. À cette occasion, 12 des pays leaders, dont la Côte d'Ivoire, ont présenté un pacte national énergie définissant les réformes et les actions essentielles pour l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030 et un secteur énergétique opérationnellement et financièrement fiable. Les principaux engagements souscrits par le gouvernement portent notamment sur la réhabilitation et l'extension des infrastructures énergétiques à des coûts compétitifs, l'adoption des solutions énergie renouvelables décentralisées et l'incitation de la participation du secteur privé pour débloquer des ressources supplémentaires. La mise en œuvre de ces engagements nécessitera la mobilisation de 6,56 milliards de dollars américains, soit 3 980 milliards de francs CFA sur la période 2025-2030, dont 1 177 milliards d'investissements privés. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Eni Côte d'Ivoire Limited sur le bloc pétrolier CI 707. Le bloc CI 707, d'une superficie de 2 926 km², est situé dans la marge ouest du bassin sédimentaire national. Le Conseil a donné son accord pour engager des négociations d'un contrat de partage de production avec la société Eni Côte d'Ivoire Limited sur cette zone jusque-là peu explorée. L'attribution de ce nouveau bloc à la société Eni devrait permettre, à terme, d'établir une évaluation intégrée du potentiel pétrolier de la zone. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la signature par la Côte d'Ivoire du traité de création de la Banque africaine de l'énergie, BAE. La BAE a été créée en mai 2022 par l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole
en partenariat avec Afrexim Bank, pour assurer le financement des projets et des infrastructures africaines et ainsi réduire la dépendance des États africains des financements extérieurs dans le secteur des hydrocarbures. Le Conseil a donné son accord pour la signature et le déclenchement du processus de ratification de l'accord portant création de la BAE. Au titre du ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication relative au bilan et aux mesures d'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, la SNSR 2021-2025. La SNSR a été adoptée en juillet 2021 avec pour objectif de réduire significativement le nombre de victimes des accidents de la route sur l'ensemble du territoire national. Elle repose essentiellement sur l'anticipation et la prévention par des mesures de sensibilisation, l'engagement citoyen pour impliquer l'ensemble des usagers et la population, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des victimes des accidents. Les actions engagées autour de la mise en œuvre de la SNSR ont permis d'observer une tendance baissière des accidents de la voie publique sur la période 2021-2023, soit une baisse de 24% du nombre d'accidents, passant de 10 054 à 8 089, une baisse de 9% du nombre de morts de 833 à 765 et une baisse de 1% du nombre de blessés de 14 075 à 13 897 sur la période indiquée. Toutefois, cette dynamique a été contrariée au dernier trimestre de l'année 2024 avec une recrudescence des accidents de la route et une augmentation du nombre de personnes tuées et de blessés respectivement de 14% et de 17% sur la période comparativement à l'année 2023. Aussi, diverses mesures portant notamment sur le renforcement de la gouvernance et le financement de la politique de sécurité routière, la sensibilisation des usagers, le traitement des voies accidentogènes et la résorption des causes mécaniques ont été adoptées pour accélérer la mise en œuvre de la SNR. C'était là donc le dernier point qui a été adopté au cours donc, de ce Conseil. En point de divers, il s'agit de fixer la date du prochain Conseil qui aura lieu le 26 février 2025. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens, bien entendu, comme cela est de tradition, à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement sur le Conseil et éventuellement, si vous en aviez, des questions d'actualité. Visiblement, il n'y a pas de questions sur le Conseil. Bien. On peut alors évoquer les questions d'actualité s'il y en a. Bien, je note qu'il n'y a pas non plus de... Ah, ok. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. En début de semaine dernière, il y a le président des partis politiques, Mamadou Koulibaly, qui informait l'opinion nationale de ce que l'accord d'Ivoire a été assigné en justice devant la Cour de justice de la CEDEAO en vue de l'annulation du parrainage citoyen. Est-ce que ces points-là ont fait partie de l'ordre du jour du Conseil des ministres? Si oui, qu'est-ce que l'État entend faire en de pareilles circonstances?
Ben, comme vous le voyez, ce point n'a pas fait l'objet du Conseil de ce jour. Mais en tout état de cause, ce que je puis dire, c'est que nous sommes d'un pays qui a ses lois, qui a ses institutions et qui fonctionne. Le parrainage citoyen fait partie de ce dispositif et c'est nos textes. Il s'impose à tous les Ivoiriens et nous n'avons pas pris cette assignation. En tout état de cause, nous sommes un pays souverain. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour Plus. Monsieur le ministre, les différents fonciers sont nombreux dans le district autonome d'Abidjan où les tribunaux surchargés par les recours ne savent plus vraisemblablement où donner de la tête. Au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il y a un an, des chefs de service, 4 au total, ont été inculpés par un de nos valeureux et intrépides juges d'instruction au pôle pénal économique et financier pour faux et usage de faux en écriture dans les documents administratifs portant sur 100 milliards de francs CFA. Ils sont certes encore innocents, donc toujours à leur poste. Mais ça donne l'impression qu'on a peur qu'ils parlent, qu'ils mouillent tout le monde. N'est-ce pas un signe de mauvaise gouvernance? Je m'interroge. N'oublions pas que le GAFI a ses yeux toujours rivés sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour ramener la culture dans le foncier à Abidjan? Merci. Merci. Premièrement, vous le savez, je ne commande pas les affaires qui sont en instruction. Vous-même, vous avez dit qu'ils sont encore innocents. Tant que l'instruction n'est pas achevée, au nom de la présomption d'innocence, donc nous ne pouvons pas commenter cette affaire qui est en cours et qui est dans les mains de la justice. Ça, c'est d'un. De deux, je vais juste préciser que le GAFI, c'est le groupe d'action financière. C'est un organisme intergouvernemental qui lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. C'est vrai qu'une des extensions de la mauvaise gouvernance peut être le blanchiment des capitaux, mais c'est complètement autre chose. Donc il ne faut pas faire d'amalgame entre ce qui peut être qualifié d'acte de mauvaise gouvernance et la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Ceci étant, pour revenir à votre question, le gouvernement ivoirien est en train de ramener la quiétude dans le domaine du foncier. Tout le monde a vu l'initiative qui a été prise par le ministère de la Construction avec l'ADU. L'ADU qui, à l'époque, a soulevé beaucoup de polémiques, alors qu'il s'agissait simplement de faire en sorte d'éviter les multiples attributions de terrain. Aujourd'hui, tous ceux qui délivraient des attestations villageoises ont compris l'importance de l'ADU. Ça les sécurise eux-mêmes. Parce qu'avant l'avènement de l'ADU, la même personne pouvait attribuer le même lot à plusieurs personnes. C'est tout cela qui a créé le désordre. Et il pouvait se trouver que, en ce qui concerne les familles, par exemple, propriétaires terriens, qu'un membre de la famille donne une attestation villageoise et qu'un autre vienne contester cette attestation villageoise en donnant un autre. Aujourd'hui, avec l'ADU, tout cela n'est plus possible, puisque, tel que c'est expliqué dans le mécanisme de l'ADU, toutes les terres, tous les lots sont préalablement identifiés. Ils rentrent dans le patrimoine. On sait exactement le nombre de lots qu'il y a et quand une ADU est délivrée, c'est avec le numéro de ce lot, c'est aussitôt enregistré dans le système au ministère de la Construction. Personne ne peut venir délivrer une autre attestation sur ce même lot. Oui, le gouvernement est en train de mettre de l'ordre. Il est important que tout le monde aille vers l'ADU, qui est la meilleure façon de sécuriser justement le patrimoine foncier des différents acquéreurs pour éviter qu'il y ait tous ces conflits. Évidemment, il y a des conflits qui sont déjà en cours, mais au fur et à mesure, ils vont se régler. Il y a des décisions de justice qui seront prises, mais il n'y aura plus de nouveaux conflits. Et avec le temps,
ces anciens conflits vont se résorber et on aura un foncier complètement assaini. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Jules Ejanda pour RTCI.info. Monsieur le ministre, hier, les producteurs de café cacao étaient en conférence de presse pour aborder la question de la gestion du fonds Covid qui est déjà passé. Mais ils reviennent sur le fait que le chef de l'État a octroyé un gap de plus pour 13 milliards. Ils sont passés à 17 milliards. Et cette somme, dans la répartition, ils estiment n'avoir rien obtenu. Ils ont donc mené toutes les démarches qu'il faut. Ils ont même saisi la présidence de la République par courrier, la primature également. Je voulais savoir si la présidence est informée de leur démarche, la saisine de cette démarche. Deuxième préoccupation, Monsieur le ministre, je suis revenu il n'y a pas longtemps de Bouna, à la frontière Bouna-Ghana, un chef-d'œuvre réalisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire sur le pont La Volta. Et ça fait plus de 8 mois, sinon un peu plus, que ce pont, les travaux sont terminés. Jusque-là, il n'est pas encore ouvert à la circulation. Je voulais savoir quelles sont les raisons. Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Bon, je ne peux pas répondre à la place de la présidence, mais s'ils ont écrit, je pense qu'ils devraient avoir la patience d'attendre la réponse. Vous dites qu'ils ont écrit également au gouvernement, mais la moindre des courtoisies aurait été d'attendre donc la réponse du gouvernement. Bon, maintenant, ils ont fait une conférence de presse. Attendons de voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nos concitoyens sachent que nous sommes dans un pays où il y a des institutions qui fonctionnent, où il existe des organes de contrôle. Tout le monde était heureux de brandir donc, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion donc, de certains ministères et donc de certaines institutions. Mais ça fonctionne comme ça partout. Le ministère du portefeuille de l'État fait régulièrement des audits. On n'en parle pas. Mais chaque service, chaque société d'État est régulièrement auditée par le ministère du portefeuille de l'État, du patrimoine et du portefeuille de l'État. Ça fait partie de ses missions. L'inspection générale fait également des audits. Donc, il faut arrêter de croire que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de règles, où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec les deniers publics. Mais chaque fois qu'il y a eu des situations, le gouvernement a pris ses responsabilités. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand au bout d'un audit, on a découvert qu'il y avait certaines situations et que des sanctions étaient prises, plutôt que de saluer l'action du gouvernement, c'est en ce moment-là qu'on commence à crier au loup et à penser que bon, ben, c'est tout le système qui est comme ça. Non. Le système, c'est donner les moyens de l'autocontrôle. Et cet autocontrôle est effectué. Donc, si tant il est vrai que ces fonds Covid auraient servi à autre chose, avec tous les mécanismes que j'ai décrits de contrôle qui se font régulièrement, il y a longtemps que ça aurait été découvert. Donc, je suis désolé, je ne remets pas en cause ce que les producteurs disent, mais je pense qu'avec toutes les actions qu'ils ont menées, ils devraient avoir la patience d'attendre les réponses et très certainement, ils auront donc des réponses à leurs préoccupations. Maintenant, vous me parlez d'un ouvrage qui a été réalisé. Mais vous savez, quand on finit de réaliser des ouvrages, on ne les met pas aussitôt en circulation, on ne les ouvre pas aussitôt à la circulation, parce qu'il y a des questions de sécurité également. Il faut s'assurer que toutes les signalisations verticales et horizontales ont été faites, que toutes les normes de sécurité ont été accomplies, et il y a un autre service qui s'occupe de cela. Donc c'est un peu le mécanisme de fonctionnement des structures de l'État. Tout est contrôlé. Donc lorsque toutes ces conditions seront remplies, vous pouvez être assuré que cet ouvrage sera ouvert à la circulation, parce que si on l'a réalisé, c'est bien pour qu'il soit utilisé. Donc voilà ce que je peux vous répondre.
Monsieur le ministre, toujours Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Ma dernière préoccupation porte sur la situation des agents des collectivités territoriales. 3 semaines auparavant, ils étaient en grève du 29 au 31 janvier dernier. Ils ont observé des arrêts de travail et ils envisagent de reprendre cette grève-là du 19 au 25 février prochain. Et nous savons qu'en 2024, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a instruit le ministre de l'Intérieur de changer avec ces personnes-là afin de trouver des consensus et puis trouver des mesures pour pouvoir les accompagner. Qu'en est-il de cette situation-là? Est-ce que le gouvernement entrevoit, qu'est-ce que le gouvernement entrevoit de prendre comme mesure pour pouvoir accompagner ces agents pour que, à la longue, ces grèves-là intempestives puissent cesser? Merci. Dit les mesures que le gouvernement entend prendre. Vous savez que tout cela est issu de discussions et le gouvernement répond aux préoccupations en fonction de ses ressources, de ses capacités à pouvoir y répondre. Certaines préoccupations sont financières, d'autres sont structurelles, mais tout cela ne se décide pas comme ça. Il faut bien analyser et il y a tout un processus qui est en cours. Je rappelle chaque fois qu'on évoque ces questions de grève, que sous l'ère du président Ouattara, la porte est ouverte à la discussion, la porte est ouverte au dialogue, la porte est ouverte à la négociation. Je rappelle que toutes les avancées que les travailleurs ont obtenues depuis que le président Ouattara est au pouvoir l'ont été sans grève. Et je n'ai pas besoin de revenir dessus. Nous en sommes tous témoins. Il suffit de vous rappeler le déblocage des salaires des fonctionnaires. Il suffit de vous rappeler donc l'augmentation des SMIC à 2 reprises. Il suffit de vous rappeler donc les différents avancements indiciaires parce que jusqu'alors, on avançait sans effet financier. Aujourd'hui, tout cela est un mauvais cauchemar qui est derrière nous. De façon systématique, chaque 2 ans, les fonctionnaires ont un avancement. On est allé même jusqu'à offrir ce qui a été appelé la prime ado, avec donc un revenu qui est payé en janvier pour pouvoir supporter le long mois de janvier, comme aiment de le dire les Ivoiriens. Mais personne n'a fait grève pour obtenir cela. Donc il faut aller à la discussion, il faut aller à la négociation. Tout peut s'obtenir dans la discussion. À partir du moment, et où vous-même vous le rappelez, où le Premier ministre a donné instruction au ministre donc, de l'Intérieur de discuter avec donc ces différents agents municipaux, mais il faut qu'ils saisissent cette opportunité de discussion et qu'ils posent les problèmes qui sont les leurs. Mais il y a une chose que l'État ne pourra pas faire, c'est prendre des engagements qu'il ne peut pas respecter ou qu'il ne va pas respecter. Ce n'est pas sous l'ère du président Ouattara. Nous avons eu à gérer ce passif. D'autres gouvernements qui ont fait beaucoup de promesses, qui ont pris des engagements. Quand les fonctionnaires ont parlé du stock des arriérés, c'est bien parce que des promesses avaient été faites sous d'autres régimes, mais le président Ouattara a réglé ça quand il est arrivé au pouvoir. Donc, il n'y aura pas de passif. Tout ce qui sera promis sera fait, mais pour peu que les demandes soient raisonnables. Donc, là-dessus, attendons le résultat des discussions avec le ministère de l'Intérieur. Bien, je vous remercie pour votre participation à ce compte rendu et je vous souhaite un bon appétit.